Est-ce que la médecine moderne est en train de nous tuer? C'est une question qu'on peut légitimement se poser aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi où je vous fais part d'un sujet extrêmement controversé, je le sais d'avance, c'est la vaccination, puisque j'étais parti la semaine dernière dans une démonstration sur les postulats que nous devrions systématiquement examiner. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que tous les postulats de la science sont erronés et sont faux, mais on devrait toujours avoir un doute sain vis-à-vis des postulats de la science et remettre en question systématiquement ces postulats à la lumière des nouvelles découvertes et des nouvelles observations pour voir si on peut encore aujourd'hui affirmer certaines choses, puisque je vous rappelle qu'un postulat, c'est quelque chose qui est affirmé sans aucune démonstration et sans aucune observation parfois. D'accord? Bien. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire part d'un postulat de la médecine. Au départ, j'avais préparé cette vidéo en vous citant une cinquantaine de postulats qui me paraissent erronés au niveau de la médecine. Et puis finalement, je me suis rabattu sur les vaccins parce que c'est quand même une des questions qui est la plus controversée, qui est la plus compliquée, où il faut discerner le vrai du faux. Et ça me paraissait intéressant de consacrer toute une vidéo je dirais, à la conclusion ou à la conclusion provisoire à laquelle je suis arrivé après 33 ans de réflexion, 33 ans de lecture. Et si vous avez envie de contredire mes propos, vous êtes absolument invité à le faire. Nous sommes dans une conversation, mais faites-le de façon intelligente et faites-le en vous référant à des sources d'informations qui ne sont pas des sources biaisées. Alors, ces sources biaisées, elles sont de plusieurs ordres. Ce sont les articles qui sont publiés par les compagnies qui fabriquent par ailleurs les vaccins, parce que comment peut-on faire confiance dans une compagnie pharmaceutique qui fait des milliards de dollars de profit chaque année grâce aux vaccins et qui, par ailleurs, publie des articles avec des études qui, la plupart du temps, sont manipulées pour prouver l'efficacité des vaccins? C'est déjà un petit problème. Ces mêmes compagnies, on leur demande de faire des études sur la dangerosité ou l'innocuité, c'est-à-dire la non-dangerosité des vaccins, alors que par ailleurs, elles fabriquent, elles vendent les mêmes vaccins. Donc je trouve que effectivement, moi, ce n'est pas le genre de littérature auquel je ferai confiance. Je ferai plutôt confiance dans des instances indépendantes, mais véritablement indépendantes, et ça j'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos, qui étudient la véritable efficacité de la vaccination et des campagnes de vaccination, et qui étudie également la véritable dangerosité ou non-dangerosité des vaccins. Donc ne venez pas me sortir les articles qui sont publiés par les compagnies pharmaceutiques, je ne les accepte pas parce qu'ils sont non valables. Bien. Ne venez pas me sortir non plus les arguments qu'on vous rabâche à longueur d'année dans les médias dominants, parce que ces médias, vous le savez, sont absolument non libres de dire ce qu'ils veulent en matière de santé, en matière d'alimentation, en matière d'énergie, puisque ces médias appartiennent tous, que ce soit la presse écrite, la presse radio ou la presse télévisée, et appartiennent tous à quelques holdings financières qui par ailleurs ont des intérêts dans l'agroalimentaire, dans l'énergie et dans la pharmaceutique. Donc, vous pensez bien que ces conglomérats financiers qui ont des intérêts dans les secteurs que je viens de vous citer vont également avoir comme stratégie ou ont eu comme stratégie d'acheter les médias pour que ces médias ne vous lavent le cerveau de façon régulière que dans le sens des intérêts des autres compagnies qui sont possédées par le même holding financier. Je dirais que c'est tellement simple à comprendre que je ne comprends pas que vous continuiez à faire confiance dans les médias dominants alors que ces médias n'ont aucune liberté de parole. D'accord? Bien. Donc, si vous voulez me traiter d'imbécile, ben je vous vire directement parce que ce n'est pas comme ça que je conçois une conversation. Si vous voulez m'opposer des arguments, eh bien allez-y, mais faites ce que j'ai fait.
Et je n'ai aucun intérêt à faire ce que j'ai fait. J'en ai pris plein la gueule depuis plus de 20 ans, depuis même pratiquement 30 ans. J'ai subi une trentaine de contrôles fiscaux depuis 1994-1994. J'ai été traîné dans la boue à plusieurs reprises. J'ai été traité de secte en Belgique, en France, en Suisse. Mon dossier d'immigration a mis 3 ans pour être accepté par les services secrets parce que j'étais traité de secte et j'étais catégorisé comme individu criminel et dangereux par les services secrets français et belges parce que tout simplement j'ai osé remettre en question le dogme et le postulat de la vaccination ou le postulat et le dogme de la cancérologie. Bien, mais je reviendrai à la cancérologie un autre jour, pas tout à la fois. Sauf que je me suis rendu compte, lorsque je me suis battu contre le projet de vaccination H1N1 en automne 2009, lorsque j'ai fait des émissions de télévision ou des émissions de radio où on me mettait devant moi des médecins, on m'a mis une fois devant moi le sous-ministre de la Santé du Québec, eh bien tous ces gens-là, je les ai massacrés tout simplement parce qu'ils ne connaissent rien en matière de vaccination, tout simplement parce qu'on ne leur enseigne rien au moment de leurs études en médecine. Au moment des études en médecine, on leur dit la vaccination et le principe pasteurien, c'est la plus grande découverte de toute l'histoire de la médecine et c'est quelque chose qui est prouvé, dont l'efficacité est prouvée. Ça a sauvé des centaines de millions de vies. Point final, on vous demande de vacciner les gens et c'est tout. Donc c'est à peu près à cela que se résume la formation des médecins en matière de vaccinologie. Et effectivement, j'ai été vérifié dans les facultés de médecine, à la bibliothèque de la faculté de médecine, il n'y a aucun de ces livres que vous voyez à côté de moi qui se trouve disponible à la portée des médecins. Pourtant, la moitié des bouquins qui sont à côté de moi ont été écrits par des professeurs en médecine, par des biologistes, par des immunologues, par des médecins qui se sont rendus compte à un moment donné par accident que les vaccins n'étaient pas aussi géniaux et aussi efficaces et aussi peu dangereux qu'on ne leur avait enseigné dans leur formation. Très souvent parce qu'il y a un certain nombre de médecins parmi ceux qui ont écrit les bouquins, qui ont vacciné leurs propres enfants en toute confiance et se sont rendus compte du jour au lendemain que leurs enfants devenaient autistes, que leurs enfants contractaient des maladies graves, des maladies dégénératives, des maladies comme la sclérose en plaques, etc. Et là, ils ont commencé à réfléchir parce qu'ils ont été touchés personnellement. Donc, je suis tout à fait ouvert à la contestation, mais venez avec des armes qui seront pertinentes, parce que moi, j'en ai des armes qui sont pertinentes, et c'est ça qui m'a permis de massacrer tous les médecins dans mes émissions de télévision en 2009. Alors, quel est le postulat de Pasteur? Alors, je vais essayer d'aller le plus vite possible, parce qu'il y aurait énormément à dire, et je pense qu'un jour, je ferai une formation rien que sur l'immunologie et les vaccins parce que et je le ferai en compagnie d'un médecin, comme ça vous aurez la caution scientifique, mais de quelqu'un qui a réfléchi, de quelqu'un qui s'est remis en question. En tout cas, si ce médecin ose faire ce genre de choses, parce que lui, il risque d'être rayé de l'ordre des médecins. Moi, le seul risque que j'ai pris, ce sont les contrôles fiscaux et de me faire lyncher médiatiquement de façon systématique, y compris pendant la grippe H1N1, où il y a eu 2 émissions consacrées à moi. Où j'ai été mais vraiment traîné dans la boue. Et lorsqu'au mois d'avril 2010, les médias ont dit on a été trompé, finalement il n'y avait pas de pandémie et ça a été une grande manipulation de l'OMS, est-ce que vous croyez que ces médias ont présenté leurs excuses au public qui avait été se faire vacciner? Est-ce que vous croyez que ces médias ont présenté leurs excuses à Jean-Jacques Reffqueur et tous les autres qui ont été traînés dans la boue parce qu'on essayait de prévenir la population à nos propres frais? Non, ça a été silence radio. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Donc, Pasteur, chimiste, faussaire, corrupteur, menteur et complètement ignare des choses de la médecine et de la biologie, a imaginé que les microbes étaient les grands ennemis du vivant et il a énoncé un postulat qui était son postulat de départ. Son postulat, c'était de dire que la cellule humaine était aseptique, c'est-à-dire qu'elle était dépourvue de la présence de tout microbe, et que donc s'il y avait des maladies
qui se déclarait chez l'être humain, c'est tout simplement parce que il y avait des microbes qui étaient venus de l'extérieur, qui avaient envahi le corps et qui avaient provoqué cette maladie. Donc, avec un postulat comme celui-là, eh bien, le raisonnement était assez logique. Il va falloir lutter contre les microbes. Donc, il va falloir mettre en place un système de défense où on va aider le système immunitaire à créer des anticorps contre les méchants virus qui viennent provoquer les maladies. Donc ça, c'est le postulat de départ de Pasteur. Et je dirais que quelque part, ce postulat n'a jamais été remis en question, malgré le fait qu'à toutes les époques, depuis l'époque de Pasteur, il y a eu des gens beaucoup plus intelligents que Pasteur qui se sont opposés au dogme vaccinal, qui ont démontré que Pasteur se trompait. Et malgré tout, il y avait tellement d'intérêts financiers en jeu que ce postulat n'a jamais été remis en question, même lorsque la virologie moderne et l'immunologie moderne a été trouvée au milieu du XXe siècle, eh bien, même à ce moment-là, on n'a toujours pas remis en question le dogme vaccinal. Parce qu'on pourrait se demander, oui, mais est-ce que c'est vrai que les microbes sont les ennemis du vivant? Ben non. Non, je dirais, un premier argument qu'on pourrait trouver, c'est que les microbes sont 10 fois plus nombreux qu'il n'y a de cellules dans le corps humain. Donc je pense, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a 100 000 milliards de cellules au niveau du corps humain, et donc on aurait 1 million de milliards de virus, de bactéries et de champignons dans le corps humain. À ce stade-là, si les bactéries, si les microbes étaient véritablement l'ennemi du vivant, ça fait longtemps qu'on serait mort. D'accord? Or, je pense qu'il faudrait raisonnablement considérer que cet ensemble microbien devrait être considéré plutôt comme un système à part entière, de la même façon que nous avons un système respiratoire, nous avons un système sanguin, nous avons un système nerveux, nous avons un système digestif. Eh bien, on devrait considérer que le corps humain est composé d'un système microbien. Ce n'est pas extérieur au corps humain. C'est un processus de symbiose, si vous voulez. Mais avec toujours cette vision guerrière des méchants virus, des méchantes bactéries qui viennent envahir le corps humain et qui le rendent malade, évidemment, on ne peut pas l'intégrer comme faisant partie de notre réalité, de notre identité. Bien. Autre chose, on a considéré que le système immunitaire était un système de défense, de lutte contre les envahisseurs, alors qu'en réalité, le système immunitaire est bien plus complexe que cela. Le système immunitaire, c'est un système de traitement de l'information qui vient de l'extérieur et où ce système va discerner quelles sont les informations qui arrivent sous forme de polluants chimiques, sous forme de microbes, sous forme d'alimentation, sous forme aussi de vécu émotionnel. Et donc ce système immunitaire va discerner ce qui est utile pour la survie. Dans ce cas-là, il va garder cela en réserve, il va garder ça en mémoire, donc le système immunitaire c'est aussi une bibliothèque, il va activer ce qui est utile pour le corps directement si c'est utile, et il va rejeter ce qui ne présente aucune utilité pour le corps humain. D'accord? Et c'est là où on se rend compte que par exemple, dans les maladies infantiles, et ça, tout ce que je vous dis, évidemment, ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des professeurs, des pédiatres, des médecins qui ont compris de façon beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus bienveillante, les mécanismes d'équilibre, d'homéostasie au niveau du corps humain. Les maladies infantiles ne sont pas des maladies qui mettent, je dirais, l'équilibre de l'enfant en danger. Au contraire, les maladies infantiles sont des processus qui permettent au système immunitaire de se construire. Parce que vous ne le savez probablement pas, mais le système immunitaire n'est mature qu'à l'âge de 7 ans. Donc il faut 7 ans pour que le système immunitaire se construise, et un des grands processus de construction du système immunitaire, ce sont justement les maladies infantiles. Donc empêcher les enfants de faire leurs maladies infantiles, c'est contrecarrer le processus de mise en place qui a été prévu depuis des millions d'années pour que nous ayons la capacité autonome de maintenir notre équilibre en toutes circonstances, ou pratiquement dans toutes les circonstances, mais au lieu de cela, on injecte toute une série de produits qui sont des cellules cancéreuses de singes, qui sont l'aluminium, le thymérosal, qui est un dérivé du mercure, le squalène, et toute une série
de résidus de la préparation des virus, en espérant que ça va provoquer une immunisation définitive contre la maladie, qu'on a considéré évidemment comme quelque chose de mal qu'il fallait éradiquer, alors que les processus des maladies infantiles sont des processus qui permettent à l'enfant de se construire au niveau de son immunité. Je l'ai vu avec mes enfants, mes filles qui n'ont pas été vaccinées ont fait la plupart des maladies infantiles, et une fois qu'elles ont terminé leurs maladies infantiles, elles n'ont plus jamais été malades. Mais ce n'est pas par hasard, vous voyez. Et d'ailleurs, les études indépendantes qui ont osé faire une comparaison, parce que ce genre de comparaison n'est jamais fait par les compagnies pharmaceutiques, où on a comparé des populations vaccinées et des populations non vaccinées. Et vous savez pourquoi ces études n'ont jamais été faites à une large échelle par les compagnies pharmaceutiques? Parce que le vaccin, c'est tellement utile pour la santé humaine qu'on ne va pas faire prendre le risque à une partie de la population de ne pas être vaccinée pour qu'on voit à long terme qui sera le plus malade jusqu'à l'âge de 10 ans, jusqu'à l'âge de 20 ans, jusqu'à l'âge de 40 ans, jusqu'à l'âge de 80 ans. Mais les quelques études qui ont pu être faites, parce qu'il y a certaines populations, certaines franges de population qui, pour des raisons religieuses, ont refusé la vaccination, on se rend compte que ces populations, systématiquement, sont de très mauvais clients des compagnies pharmaceutiques après l'âge de 6 ans. Ce sont des gens qui ne tombent quasiment jamais malades jusqu'à leur mort. Alors que ceux qui ont été vaccinés dès leur plus tendre enfance deviennent des clients pratiquement perpétuels des compagnies pharmaceutiques. Donc vous comprenez que ce n'est pas demain la veille qu'on va faire ce genre d'études comparatives où on va prendre 100 000 personnes vaccinées, 100 000 personnes non vaccinées, et on va les suivre pendant 40, 50 ans. Parce que la conclusion serait catastrophique au détriment de la vaccinologie et je dirais, au profit de la non-vaccinologie. Bien. Donc, je dirais, les microbes qui sont déjà présents au moment des maladies infantiles ont une utilité de construction du système immunitaire. Donc injecter des produits, c'est ce que je disais, injecter des produits qui sont en plus toxiques dans un corps de bébé qui n'est absolument pas encore capable de traiter l'information avec son système immunitaire, puisque ce système immunitaire n'est pas encore mature, eh bien c'est provoquer à court ou moyen terme des catastrophes sur le plan sanitaire. Plus généralement, on peut se demander, mais à quoi servent les microbes? À quoi servent les microbes? Eh bien, sans entrer dans les détails, parce que ça me demanderait une vidéo complète, et peut-être que je la ferai, cette vidéo, un jour, c'est qu'on se rend compte que les champignons et les bactéries sont essentiellement les agents éboueurs du corps, alors que les virus sont les agents reconstructeurs du corps. En fait, quand il y a des cellules qui doivent être éliminées, y compris des cellules cancéreuses, eh bien, on va faire intervenir des champignons ou des bactéries qui vont détruire les cellules cancéreuses et les éliminer. Par contre, s'il y a des lésions, s'il y a des fractures, s'il y a des blessures, etc., eh bien, ce sont des virus qui vont intervenir pour réparer, pour reconstruire ce qui a été perdu au niveau de l'organisme. Et donc, en fait, il y a même des chirurgiens japonais qui, il y a une vingtaine d'années, ont commencé à systématiquement mettre un certain type de virus au moment où ils réparaient des fractures, et ils se rendaient compte que les fractures se réparaient 3 à 4 fois plus vite en présence de ces virus, parce que les virus sont des agents de reconstruction du corps. Donc pourquoi est-ce qu'on cherche systématiquement à éliminer les virus ou les bactéries du corps ou des champignons? On se le demande. Bien, alors qu'est-ce que je vous avais encore préparé, évidemment alors, la conséquence de tout ça, c'est que, effectivement, comme le système immunitaire des enfants n'est pas mature avant l'âge de 7 ans, le principe vaccinal, ça ne marche pas, tout simplement. Parce que si le principe vaccinal marchait, on ne devrait pas faire autant de rappels à l'âge de 6 ans, à l'âge de 18 ans, à l'âge de 40 ans. Savez-vous qu'il y a un pays pour l'instant qui est l'Argentine, où on est en train de regarder un programme expérimental. C'est un programme qui obligerait les êtres humains à se vacciner de façon régulière de la naissance jusqu'à la mort, avec la mise en place d'un carnet vaccinal qui serait obligatoire et qui serait
le document que vous devriez présenter chaque fois que vous voulez faire une démarche administrative. Par exemple, un extrait d'acte de naissance ou un mariage ou un emprunt hypothécaire ou des choses comme ça. Donc bientôt, en Argentine, si il n'y a pas de révolution populaire avant cela, eh bien la population sera obligée de se faire vacciner de la naissance à la mort, c'est-à-dire de se faire rendre malade de la naissance à la mort. On se rend compte que, alors vous allez me dire, oui, mais enfin quand même, les maladies infantiles ont pratiquement disparu grâce à la vaccination. Ça, de nouveau, c'est de la propagande pro-vaccinale, mais qui n'est fondée absolument sur aucune donnée, parce que quand on regarde les données, dans différents bouquins, dont celui-ci qui est un très très vieux bouquin et qui montre que finalement, vous voyez, les courbes de décroissance sont extrêmement claires et vous avez des courbes de décroissance dans des populations vaccinées et des populations non vaccinées, ça descend exactement de la même façon. On se rend compte aussi que avant l'introduction du vaccin, 90% de la mortalité liée aux maladies infantiles ou des maladies infectieuses avait déjà disparu, tout simplement parce qu'on avait amélioré les conditions sanitaires, les égouts fermés, l'eau courante, etc., etc. Donc en fait, l'hygiène ayant été améliorée, pratiquement la mortalité liée aux maladies infectieuses a disparu bien avant qu'on introduise les vaccins. Et puis je vous rappelle quand même qu'il y a plusieurs maladies pour lesquelles il n'existe aucun vaccin qui elles-mêmes aussi ont pratiquement disparu grâce aux mêmes efforts en termes de sanitaire. Bon, alors tout ça, j'espère que ça ébranle vos certitudes et j'espère que ça va vous motiver à lire quelques bouquins. D'ailleurs, je vais vous donner quelques références à la fin, donc restez jusqu'à la fin pour ceux que ça intéresse. En fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que avec la vaccination, oui, la vaccination, ça marche d'une certaine façon dans le sens où ça crée un tel stress au niveau de l'organisme que ça empêche maintenant les enfants de faire leur maladie d'enfance. Parce que les maladies d'enfance, ça je ne vous l'ai pas dit, c'est considéré par la médecine chinoise comme des maladies chaudes. En médecine chinoise, on considère qu'il y a des maladies froides et des maladies chaudes. Les maladies froides, ce sont les maladies que fait l'être humain lorsqu'il est en situation de surstress. Et lorsque le surstress est lâché, parce que la situation est résolue, on sort de la situation de danger, on va passer en situation de récupération, de régénération, de rétablissement, de rééquilibrage. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, ou donc c'est le système parasympathique à ce moment-là qui va être mis en activation, et là, c'est ce qu'on appelle les maladies chaudes. Alors, toutes les maladies d'enfance sont des maladies chaudes, c'est-à-dire ce sont des maladies de rééquilibrage. Quand vous avez de la fièvre, vous êtes en train de vous rééquilibrer. Lorsque vous êtes en train de faire des petits boutons, des éruptions cutanées, lorsque vous avez de la diarrhée, lorsque vous vomissez, etc., vous êtes en train de faire des maladies chaudes, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Or, en médecine, c'est à ce moment-là qu'on considère que vous êtes malade et qu'il va falloir lutter contre le symptôme. Bien. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que lorsqu'on vaccine un enfant, le vaccin a pour objet de créer un surstress au niveau de l'organisme parce qu'on lui fout toute une série de saloperies dans le corps auxquelles il n'est absolument pas habitué de traiter, d'autant plus qu'on passe la première barrière, hein, puisque bon, là aussi je ne vais pas vous faire tout un cours sur le système immunitaire, mais le système immunitaire a 3 barrières successives et normalement la première barrière devrait éliminer les saloperies qu'on injecte en intraveineuse au niveau du corps du bébé ou du corps de l'adulte. Donc en fait là on viole déjà l'être humain en ne respectant pas les 3 barrières de protection et de traitement de l'information du système immunitaire. Mais en faisant cela, donc on met le corps en surstress, on démolit aussi son système nerveux. Ça a été prouvé par un médecin ontarien, donc un médecin canadien qui s'appelait Andrew Moulden, quelqu'un que j'ai pu rencontrer personnellement au moment de la grippe H1N1. Et à cette époque-là, il travaillait sur la démonstration que tous les vaccins endommageaient le système nerveux et que donc on pouvait comprendre davantage pourquoi les vaccins peuvent provoquer des maladies comme la sclérose en plaques, la fibromyalgie et toute une série d'autres maladies dégénératives comme Alzheimer par exemple, parce que oui, si vous en avez marre de vos grands-parents ou de vos parents,
conseillez-leur simplement de se vacciner contre la grippe saisonnière 5 ans d'affilée et vous multiplierez par 10 les chances pour eux de contracter la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est une étude qui est sortie il y a quelques années, une dizaine d'années, qui montrait qu'entre 60 et 65 ans, quand on se vaccine 5 ans d'affilée contre la grippe saisonnière, on multiplie par 10 les chances de contracter Alzheimer par la suite. Je ferme la parenthèse, mais ça, c'est si vous avez envie de vous débarrasser de vos parents ou de vos grands-parents. Donc Moulden, quand il a fait la démonstration de tout cela, après avoir été rayé de l'ordre des médecins et qu'il était sur le point de publier ses travaux, il a été retrouvé assassiné entre son domicile et la boulangerie où il venait d'aller chercher des petits pains pour son dimanche matin. Voilà. Ça, c'est aussi une façon dont la science médicale est extrêmement ouverte à la contestation et à la contradiction, c'est qu'on élimine les gens qui les empêchent de continuer à faire des milliards et des centaines de milliards de dollars de profit chaque année sur le dos de la santé de la population mondiale. Bien, donc, on met le système nerveux de l'enfant en surstress, on met le système immunitaire qui n'existe quasiment pas, mais on met le corps de l'enfant en surstress. Le mettant en surstress, on l'empêche d'exprimer la maladie chaude qui est la maladie infantile. Donc l'enfant, effectivement, ne va pas faire la maladie infantile lorsqu'il sera petit à cause de la vaccination. Bien. Donc vous me dites, mais alors c'est génial, on a eu ce qu'on voulait. Sauf que ce qu'on observe maintenant, c'est que de plus en plus, les maladies infantiles apparaissent entre l'âge de 18 et 25 ans. C'est-à-dire au moment où le stress a commencé à rediminuer, bon après je sais qu'il y a des rappels à l'âge de 6 ans, donc hop, on en remet une couche, mais à l'âge de 18 ans, il n'y a plus de rappel de certaines maladies comme la rougeole, etc. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien la rougeole va enfin pouvoir s'exprimer. Sauf que lorsque la rougeole s'exprime entre 18 et 25 ans, il y a des conséquences bien plus graves, entre autres pour la fertilité des jeunes hommes qui se retrouvent aux prises avec ce genre de maladie. Vous voyez, mais ça, c'est le genre de choses qu'on ne vous dira jamais dans les médias, qui sont possédées, je vous le rappelle, par les conglomérats financiers qui ont tout intérêt à ce qu'on vous lave le cerveau à propos de cette légende vaccinale. Alors, j'avais envie de terminer en vous montrant à quel point ce postulat pasteurien n'a toujours pas été remis en question, parce que quand on a vu l'apparition du sida au début des années 80, très vite on a lancé l'hypothèse qu'il devait y avoir un virus à l'origine du sida. Finalement on a dit que c'était un rétrovirus et que ce rétrovirus était le HIV, et je suis sûr que vous avez déjà tous vu dans des émissions médicales, dans des revues de vulgarisation ou même dans des revues grand public, une photo du virus HIV. Le problème, c'est que ce virus HIV n'existe pas, n'a jamais été observé et n'a jamais fait l'objet d'une seule publication scientifique à l'heure actuelle. C'est Peter Duesberg, qui est un des grands opposants à la théorie dominante au niveau du sida et de l'origine du sida, qui a proposé lors d'un des congrès mondiaux anti-sida il y a plus de 10 ans de cela, il avait proposé une récompense de plusieurs dizaines de milliers de dollars aux chercheurs qui lui prouverait l'existence du VIH. Évidemment, il a provoqué la risée générale, puisque c'était un congrès qui réunissait les spécialistes du monde entier dans ce congrès mondial sur le sida. Et il a dit, écoutez, moi, voici la preuve que cette somme d'argent est à votre disposition en fidéicommis chez un avocat. Donc, le premier qui m'envoie un article scientifique qui me prouve l'existence du VIH, eh bien, il aura cette récompense. Savez-vous qu'aujourd'hui, personne n'a encore touché cette récompense parce que l'article n'existe tout simplement pas. On n'a jamais isolé le virus VIH parce que ce virus n'existe pas. J'ai quelqu'un dans mon entourage proche, je ne vous dirai pas qui était il y a quelques années responsable du programme ONU-SIDA dans une partie d'un continent. Je ne dirai pas non plus quel était ce continent, mais donc je connaissais très très bien cette personne qui était très très proche au niveau de mon entourage. Et donc je lui ai demandé un jour, j'ai eu la curiosité de lui demander, toi qui es responsable du programme ONU-SIDA pour
des centaines de millions de personnes sur le continent, est-ce que tu pourrais m'envoyer l'article scientifique qui prouve le lien entre qui prouve l'existence du VIH et puis le lien entre VIH et séropositivité et sida? Et cette personne m'a dit ben, bien sûr, et elle m'a envoyé un magazine grand public américain qui était sorti à l'époque et qui résultait d'une interview de Monsieur Gallo, je ne me souviens plus de son prénom, Monsieur Gallo qui était le concurrent de Luc Montagnier au niveau de la course à l'origine du sida, etc. Et en fait, c'était une interview en disant oui, on pense que l'origine c'est un virus d'immunodéficience humain, donc le VIH, machin, etc. Et en fait, ça n'a jamais été prouvé. Vous entendez? Ça n'a jamais été prouvé. Ça n'a jamais été observé. Et donc, depuis 1981, on nous emmerde avec un soi-disant VIH qui pourrait se transmettre sexuellement, alors qu'en fait, ce VIH, il n'existe pas. Alors comment voulez-vous qu'il se transmette? Alors oui, le sida existe. Par contre, la séropositivité, c'est beaucoup plus problématique puisque le VIH n'existant pas, on se demande ce qu'on détecte lorsqu'on fait une détection de séropositivité. Alors si ça vous intéresse, laissez-moi des commentaires sous cette vidéo et je vous ferai une vidéo spéciale rien que sur le sida et toute l'imposture liée autour du sida, parce que c'est une maladie qui existe, c'est un syndrome qui existe effectivement, mais qui n'a absolument rien à voir avec une transmission virale. Dernière chose, vous voyez, maintenant on pense de plus en plus que des cancers sont provoqués par des virus ou des champignons ou des bactéries, et donc là on est en train d'imaginer qu'on va créer toute une série de vaccins anti-cancer. Hein, ça a déjà commencé avec le vaccin contre le cancer du virus, le cancer du col de l'utérus, mais vous savez qu'il n'existe pas un seul article au monde qui prouve le lien entre la présence du virus à papillome et le cancer du col de l'utérus. Il n'y a pas un seul article qui prouve le fait que le vaccin contre le virus à papillome est efficace en cas de cancer du col de l'utérus. Il n'y a pas un seul article qui existe. Mais on vaccine maintenant systématiquement les jeunes filles de 9 à 14 ans et les jeunes garçons de 9 à 14 ans parce que un jour, quelqu'un a imaginé qu'on pourrait faire énormément d'argent en faisant croire que le cancer du col de l'utérus, qui est un des cancers les moins mortels chez la femme en plus, et qui est extrêmement bien détecté avec le Pap test, eh bien, on s'est imaginé qu'on allait faire beaucoup de fric en faisant croire qu'il existait un moyen de lutter préventivement contre le cancer du col de l'utérus. Bon, allez, j'ai fini, parce que je pourrais encore vous parler pendant des heures, hein, ça fait déjà plus de 30 minutes que je vous tiens. Donc, si vous voulez, je dirais, s'il y a quelques livres parmi tous ceux que j'ai lus qui seraient peut-être intéressants, celui-ci me paraît extrêmement intéressant. Hein, je vous laisserai toutes les coordonnées sous la vidéo. Donc, c'est un livre de Eric Ancelet, Pour en finir avec Pasteur, un siècle de mystification scientifique. C'est une des explications les plus intéressantes sur pourquoi les vaccins ne fonctionnent pas, pourquoi ils sont inefficaces et pourquoi ils sont dangereux. Ceci, c'est un livre qui a été rassemblé par Neil Miller. Neil Miller, c'est un journaliste scientifique qui s'est amusé à prendre des milliers de références scientifiques. Vous en avez des milliers. Donc, vous voyez, c'est des pages, des pages et des pages et des pages. Donc, toutes les références scientifiques. Et il a regardé maladie après maladie ce qu'il en était au niveau du vaccin. Vaccine Safety Manual. Je trouve qu'effectivement, c'est un excellent manuel d'autodéfense lorsqu'on veut commencer à se faire une opinion plus objective sur la question des vaccins. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors il y a le résumé de Neil Miller avec le petit pour ceux qui n'ont pas le courage. Il y a les 10 plus gros mensonges sur les vaccins de mon amie, ma regrettée amie Sylvie Simon. C'est très très intéressant de voir les 10 plus gros mensonges à propos des vaccins. D'ailleurs, dans la même collection qui a été arrêtée, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il y a les 10 plus grands mensonges sur le sida. Amusez-vous si vous avez hâte d'avoir l'information. Et ça, c'est plus un livre qui est toujours d'actualité. Pourtant, il a été publié en 1975.
Ivan Illich, Némésis médicale. C'est une critique extrêmement pertinente du système médical moderne et où il démontre à quel point notre santé a été expropriée à des fins de bénéfices financiers. Voilà, donc je suis très conscient que j'ai été très long et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour regarder une autre façon de remettre en question les croyances, les postulats et les conditionnements. Comment est-ce qu'on s'y prend finalement pour nous conditionner et nous faire croire des choses que nous ne devrions jamais croire si nous voulons garder le pouvoir sur notre propre vie. Alors, à la semaine prochaine. Voilà, je suis bien conscient que j'ai dû en perturber plus d'un, et tant mieux si j'en ai perturbé plus d'un, tant mieux si j'ai ouvert une brèche dans votre bocal, et tant mieux si ça vous donne envie surtout d'aller vérifier par vous-même les informations que je vous ai données, parce que moi je n'ai fait que ouvrir une porte, mais je ne vous demande absolument pas de me croire. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologue, je ne suis pas immunologue, je suis un simple scientifique qui a un peu d'intelligence pour comprendre les discours des scientifiques et pour vous faire une synthèse relativement claire à propos de cette question sur laquelle je pourrais parler des heures et des heures. Donc, si vous voulez, on se retrouvera dans la conversation ici sous cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos remarques, laissez-moi vos témoignages aussi, parce que peut-être que certains d'entre vous, vous avez des témoignages intéressants à me laisser. Et que faire encore, que vous dire encore? Eh bien, abonnez-vous à ma chaîne ou désabonnez-vous de ma chaîne si vraiment vous n'avez pas aimé ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Je dirais, je m'en fous. Que vous soyez abonné ou désabonné, moi ce que je le fais gratuitement, je le fais parce que je pense que ça peut être d'utilité publique, ça peut sauver des vies, ça peut surtout sauver votre qualité de vie. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Eh bien, tout simplement, allez prendre connaissance des formations que je vends, parce qu'effectivement, pour faire tout ce travail sur Internet, eh bien, évidemment, j'ai besoin d'être financé par ailleurs. Donc, c'est pour ça que, outre les activités gratuites que j'ai, eh bien, j'ai des activités payantes aussi, qui sont des formations où je vous apprends justement à penser par vous-même, je vous apprends à redevenir autonome dans la gestion de votre vie, sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, et à ne plus dépendre des gourous, à ne plus dépendre de tous ces experts qui vous font croire un certain nombre de choses sans vous donner les outils de discerner par vous-même et de vous faire une opinion par vous-même. Alors je compte sur vous et j'espère vraiment vous retrouver une prochaine fois. Le sida serait au niveau mondial la deuxième cause la plus fréquente de mort parmi les adolescents. En Afrique, le sida serait même la cause la plus fréquente de décès pour la tranche d'âge de 10 à 19 ans. C'est ce que la fondation allemande Population mondiale a publié un jour avant le 1er décembre 2015, proclamée Journée mondiale du sida par l'OMS comme chaque année depuis 1988. SIDA signifie Acquired Immune Deficiency Syndrome, en français syndrome d'immunodéficience acquise. Selon la médecine officielle, une personne est atteinte du sida si elle souffre d'une maladie causée par des bactéries, des mycoses, des virus ou des parasites, ou bien si elle souffre de certaines tumeurs qui apparaissent surtout lorsque le système immunitaire est affaibli. De plus, le virus VIH doit être décelable dans le sang, parce que, selon la médecine officielle, il serait l'agent responsable du sida. Mais comment la médecine officielle en est-elle venue à ces définitions concernant le sida? Voici une courte rétrospective. C'est avec 5 jeunes hommes homosexuels, gravement malades, qu'a débuté l'histoire du sida en 1981. Ils souffraient tous de problèmes pulmonaires causés par une infection fongique qui n'est généralement présente que chez des patients présentant une immunité affaiblie. Les scientifiques ont d'abord supposé, dans leur recherche des causes, que les symptômes étaient déclenchés par la prise de drogues toxiques, de médicaments et par la dénutrition. Il en a été ainsi jusqu'au 23 avril 1984, jour où le virologue américain Robert Gallo est apparu devant les caméras de la télévision avec la ministre de la Santé, Margaret Heckler. Il a prétendu avoir trouvé la cause la plus probable du sida. Le sida apparaîtrait uniquement en relation avec une infection virale. Depuis ce moment-là, le sida est considéré comme une maladie infectieuse déclenchée par le VIH.
Depuis plus de 30 ans, suivant la déclaration médiatique efficace de Robert Gallo, la médecine officielle suppose que le sida est causé par un virus et que par conséquent, il serait contagieux et donc transmissible. Il faut savoir que d'autres études qui divergent et qui remettent justement en question cette théorie du virus du sida n'ont jamais été publiées. Le docteur Julian Sacher, un médecin qui a suivi avec attention l'évolution du sujet du sida, a parlé d'une étude qui avait été effectuée en 1987 dans des prisons allemandes. Le gouvernement allemand voulait se faire une idée de la possible contamination par le VIH. Madame Sacher raconte. On savait que beaucoup des 20 000 toxicomanes qui sont en prison sont séropositifs. On savait aussi qu'en prison, l'échange de seringues et les rapports sexuels étaient présents. Et on pensait pouvoir ainsi évaluer le danger de contagion. L'étude devait durer 10 ans. Tous les détenus ont été testés, tous ceux qui entraient et tous ceux qui étaient libérés. Après 2 ans et demi, l'étude a été stoppée parce que personne, vraiment personne, n'avait été contaminé. Les résultats de cette étude n'ont jamais été publiés. En 2003, le professeur Peter Duesberg, le docteur Klaus Köhnlein et le biologiste David Rasnick ont publié une étude dans le magazine scientifique Journal of Bioscience, dans laquelle ils montrent à quel point cette hypothèse inefficace du VIH-Sida est dramatique pour l'humanité. Car malgré plusieurs années de recherche, cette hypothèse ne conduit pas à une solution, c'est-à-dire à une protection convenable contre le sida ou à un traitement efficace pour les malades, car aucun patient n'aurait jamais été guéri du prétendu virus du sida. Au bout du compte, ce sont des signes d'une fausse hypothèse, d'une mauvaise voie. Dans leurs études scientifiques détaillées de plus de 60 pages, ils confrontent les contradictions entre l'hypothèse virale du sida et les faits clairs et vérifiables du développement du sida, non comme une hypothèse mais scientifiquement. Voici un aperçu d'un aspect de leur publication. Si on suit l'hypothèse d'un virus du sida, on aurait dû observer aux USA un développement de la maladie chez beaucoup de malades qui avaient reçu des transfusions provenant de dons de sang contaminés par le VIH. Cela représente 3 millions de personnes par an jusqu'en 1985, où le VIH a été éliminé des réserves de sang. Mais il n'y a eu aucune augmentation des maladies qui caractérisent le sida chez ces patients à risque. Jusqu'à présent, aucune preuve scientifique d'un virus déclenchant le sida n'a pu être apportée. Vous trouverez des détails sur ce sujet dans notre émission du 21 décembre 2014. Cette démarche peu scientifique qui ne vérifie pas l'hypothèse d'un virus du sida a amené le professeur Duesberg, le docteur Köhnlein et David Rasnick à affirmer qu'il est nécessaire d'avoir une autre façon de voir qui soit vérifiable. Ils reviennent donc aux causes de la déficience immunitaire envisagée au début, c'est-à-dire par exemple la consommation de drogue, des excès dans le mode de vie, des médicaments et la malnutrition. L'hypothèse du sida maladie virale due au VIH est aussi contradictoire qu'infructueuse. Compte tenu de cela, cette révision d'opinion semble non seulement conséquente et logique, mais aussi extrêmement responsable vis-à-vis de tous les malades du sida. On peut encore se demander pourquoi il faut toujours si longtemps pour apprendre de nos erreurs. Je voudrais d'abord, en 2-3 mots, vous indiquer les raisons pour lesquelles je me crois permis de prendre les positions que je vais vous définir dans quelques instants. Je suis donc docteur en médecine, j'ai obtenu mon diplôme à l'Université libre de Bruxelles en 1953, ça fait déjà pas mal de temps ça. Et puis j'ai été
faire un stage fondamental pour moi à l'Institut du cancer de Villejuif, où j'ai appris la microscopie électronique. Car vous verrez que toute mon argumentation est extrêmement fort basée sur l'évidence microscopie électronique relative au rétrovirus et en particulier à cet hypothétique virus du sida. Et après ce stage à Paris, je suis parti pour New York, où j'étais parti en principe pour 1 an, mais j'y suis resté 25. À l'Institut Sloan Kettering, où je suis devenu directeur du laboratoire central de microscopie électronique de cet institut, et où j'ai fait l'essentiel des travaux auxquels je vais faire allusion dans quelques instants. Et en 81, je suis parti pour Toronto pour prendre la direction d'un grand labo de microscopie électronique à la faculté de médecine de l'Université de Toronto, où j'ai travaillé là jusqu'à ma retraite en 93. Et en 93, je suis venu m'installer ici dans les Alpes-Maritimes. Mais je suis resté extrêmement actif dans toute la controverse de la dissidence du sida, en particulier en étant un des membres du comité consultatif du président Thabo Mbeki, le président sud-africain, qui avait convoqué une très grande conférence en l'an 2000 à Pretoria et puis une seconde à Johannesburg. Et puis une autre activité importante que j'ai eue est d'avoir participé à un débat très contradictoire qui s'est tenu au Parlement européen à Bruxelles en 2003, et où notamment parmi les autres intervenants était Luc Montagnier. Et puis après ça, je suis devenu président d'une association américaine, essentiellement californienne, qui s'appelle Rethinking AIDS, dont j'étais président de 2005 à 2008. Mais je ne suis plus président maintenant et j'ai au fond perdu assez fort la connexion que j'avais avec ce groupe californien. Voilà l'essentiel. Peut-être devrais-je aussi vous mentionner que pendant mes années new-yorkaises, j'ai été, en toute objectivité, le premier à démontrer au microscope électronique la formation des rétrovirus à la surface des cellules qu'ils infectaient. Et je suis donc resté hautement impliqué dans tous les programmes relatifs à la recherche frénétique d'un virus dans les leucémies et cancers humains, virus que l'on n'a jamais identifié, mais c'est resté le centre de mon activité scientifique d'appliquer la microscopie électronique à la recherche de ces virus qu'on a appelés plus tard rétrovirus et dont le fantomatique VIH est prétendument un membre de cette famille-là. Donc c'est pour vous rappeler en quelques mots les raisons pour lesquelles je crois avoir une autorité scientifique qui me permet de prendre les positions que nous allons résumer maintenant. Faut-il voir le sida autrement? Je pense sans la moindre hésitation qu'il faut répondre affirmativement à cette question. Dites-vous bien ceci, quand en médecine on affirme qu'une maladie donnée aurait une cause virale, et puis que pendant les 25 années qui suivent, toute la recherche sur cette maladie est basée sur cette hypothèse, et que tous les crédits de recherche sont alloués à des programmes qui sont uniquement basés sur cette hypothèse, ça c'est une chose. Quand d'autre part, 25 ans plus tard, tous ces travaux n'ont conduit à aucun traitement, n'ont conduit à aucune prédiction épidémiologique vérifiable et n'ont jamais permis de préparer un vaccin qui aurait la moindre efficacité, dans ces trois circonstances-là, ne pensez-vous pas que l'hypothèse de départ était probablement fausse? C'est mon avis. Et c'est pourquoi je réponds très affirmativement à la question « oui, il faut voir le sida autrement ». Il faut entendre par séropositivité une évaluation du taux d'anticorps chez un patient donné. Ce qu'il faut soigneusement effacer des pensées de tous,
c'est que ce terme séropositivité reflète directement la présence du virus, du fameux rétrovirus. Il n'en est rien. La séropositivité est uniquement, par le test qu'on appelle le test ELISA, est une mesure du taux d'anticorps. De quels anticorps? Des anticorps contre tout et n'importe quoi, et qui n'ont aucune spécificité contre un prétendu rétrovirus dénommé VIH. Donc une immense erreur qu'il faut corriger dans la tête du grand public, c'est que cette mesure indique la présence du virus. Il n'en est rien, ça indique simplement la présence d'anticorps. Or, ces anticorps peuvent être la réponse à la présence de protéines étrangères extrêmement variées. Il y a un article extrêmement important qui a été publié aux États-Unis, en Californie, par Christine Johnson en 1996, et où elle a établi une liste de près de 70 conditions médicales qui peuvent conférer la dite séropositivité. Cette liste est énorme, et tous ceux qui sont frappés par l'étiquette séropositif se doivent en première démarche de lire cette liste attentivement et de voir si leur profil, si leur histoire médicale ne s'expliquerait pas beaucoup plus simplement qu'en évoquant l'hypothèse d'une infection par un prétendu VIH. Cette liste comprend des affections comme la tuberculose, comme la lèpre, comme la malaria, comme le virus herpès. Cette liste comprend aussi les vaccinations, un grand nombre de vaccinations, y compris la vaccination antigrippale par exemple. Mais cette liste comprend aussi les transfusions multiples, avoir été exposé à de nombreuses transfusions et donc avoir été exposé à des protéines étrangères a pour résultat la fabrication d'anticorps qui sont dirigés contre ces protéines étrangères. Ça fait penser à qui ce que je viens de dire là? Moi, ça me fait très fort penser aux hémophiles. Les hémophiles sont très traditionnellement traités et obligatoirement traités par de très nombreuses transfusions sanguines. Or, si exposés à de très nombreuses transfusions sanguines, les hémophiles fabriquent donc des taux élevés d'anticorps qui ont rendu leur test dit le test ELISA positif. On en a conclu qu'ils étaient infectés par un prétendu VIH, ce qui n'a aucune justification scientifique. Et plus dramatique encore, on a non seulement conclu cette idée totalement fausse, mais on les a donc exposés à des traitements par des antirétroviraux comme l'Azepté, médicament extrêmement toxique, et il ne fait dans mon esprit pas le moindre doute que de très nombreux hémophiles séropositifs sont morts non pas du VIH, mais bien de la toxicité du médicament Azepté antirétroviral qui leur avait été imposé dans les années, disons, 87, 92 peut-être, qui leur avait été imposé à des doses affreusement toxiques qui, si je me souviens bien, approchaient le gramme et demi par jour, ce qui est une dose affreusement toxique. Il est exact que dans nos pays occidentaux, on ajoute un second test. Un test qu'on appelle le Western Blot et qui permet d'identifier un certain nombre, hautement variable d'ailleurs, un certain nombre de protéines dont on dit qu'elles sont spécifiques du virus. À ça, il faut ajouter une notion fondamentale. Personne, dans tous les labos du monde, n'a jamais réussi à isoler et à purifier ce prétendu VIH. Comment peut-on affirmer qu'une protéine donnée
est originaire de cet hypothétique virus sans avoir d'abord réussi la purification de ce virus? C'est une immense question que je vous pose et à laquelle je vous assure que l'on n'a toujours jusqu'ici trouvé aucune réponse. Et le premier groupe qui a analysé toutes ces données-là est basé en Australie. Il y a dans la partie à Perth, en Australie, un groupe extrêmement actif de scientifiques dont les noms sont connus de tous, c'est essentiellement Val Turner et Eleni Papadopoulos, qui ont énormément travaillé sur toutes ces questions-là, et qui ont été, je crois, les premiers à dire que ce test du Western blot n'avait aucune spécificité, pour la bonne raison qu'il n'y avait pas eu préalablement un isolement et une purification du rétrovirus, et que par conséquent, on n'avait aucune raison scientifique d'accepter la notion que les protéines reconnues dans ce test étaient effectivement d'origine virale. Les Australiens, dès cette époque-là, ont souligné la possibilité infiniment plus grande que ces protéines provenaient de débris cellulaires présents dans tous ces échantillons et n'avaient aucune relation directe avec un très hypothétique rétrovirus. En plus de ça, ce test Western blot est défini de façon différente dans tous les pays du monde. Je vous signale qu'au Royaume-Uni, il est interdit pour non spécifique. Que dans certains pays, on dit qu'il faut 2 protéines, que dans d'autres pays, on dit qu'il en faut 4. Bref, si vous êtes identifié comme positif par ce test dans un pays, il vous suffit peut-être de prendre l'avion et d'aller dans le pays voisin et vous serez négatif. Pour vous dire le degré affreusement faible de la fiabilité que comporte ce test du Western blot. Le drame de ce test de la séropositivité, c'est la panique qu'il crée. C'est un drame qui a essentiellement été développé médiatiquement. Comme l'avait dit il y a pas mal d'années notre célèbre Coluche, le sida est une maladie qui se transmet médiatiquement. S'il n'y avait pas eu l'enflure médiatique de toutes ces questions-là, je crois que l'annonce d'une séropositivité laisserait beaucoup de gens relativement indifférents. Mais il y a eu une telle amplification proche de l'hystérie et créatrice d'une panique, d'une terreur absolument mondiale, qui fait que les gens que l'on déclare séropositifs sombrent dans une panique évidente, dans une dépression inévitable, qu'un nombre non tragique d'entre eux se suicident de désespoir, que leur vie personnelle en est complètement bouleversée, perte du boulot, divorce. Si nous écoutions le professeur Montagnier maintenant, comme vous l'aviez suggéré, oui. Ça me ferait bien plaisir. You talked about oxidative stress earlier. Is treating oxidative stress one of the best ways to deal with the African AIDS epidemic? I think this is one way to approach. To decrease the rate of transmission, because I believe HIV, we can be exposed to HIV many times without being chronically infected. Our immune system could get rid of the virus within a few weeks if you have a good immune system. And this is the problem also of African people. Their nutrition is not very
equilibrated, they are in oxidative stress, even they are not infected with HIV. So their immune system doesn't work well already. So it's prone, it can, allow HIV to get in and persist. So there are many ways which are not the vaccine, the magic name, the vaccine. Many ways to decrease the transmission just by simple measures of nutrition, giving antioxidants, proper antioxidants, hygiene measures, fighting the other infections. So they are not spectacular, but they could, decrease very well the epidemic to the level they are in Occidental countries, so Western countries. If you have a good immune system, then your body can naturally get rid of HIV. Yes. Oh, interesting. Do you think we should have more of a push for antioxidants and things of that nature in Africa than antiretrovirals? We should push for more, a combination of measures, antioxidant by nutrition, advice and nutrition, fighting other infections, malaria, tuberculosis, parasitosis. Most children have worms. Education, of course, genital hygiene for women and men also. Very simple measure, which not very expensive, but which could do a lot. And this is my worry about the many spectacular action. Of course, there are global funds so to buy drugs and so on, Bill Gates and so on, for the vaccine. But those kind of measures are not very well funded, not funded at all, or they are, it really depends on the local government to take conscious of this, but the local government, they take advice of the scientific advisors from the international institutions, and they don't get this kind of advice very often. There's no money in nutrition, right? There's no profit. There's no profit, yes. The water is important. Water is key. Now, one thing you said, you were talking about the fact that if you have a built immune system, it is possible to get rid of HIV naturally. If you take a poor African who's been infected and you build up their immune system, is it possible for them to also naturally get rid of it? I would think so. Okay, that's an important. It's point. Important knowledge which is completely neglected. People always think of drugs and vaccine. So this is a message which may be different from what you heard before, no? The closing? No. Yes, my message is different from what you heard from Fauci or. Yes, it's a little different. It's a little different. Some people are very fortunate they don't have these side effects. What causes it to be so prolonged? Merci pour ces images qui nous ont renseigné à plus d'un titre. Et je crois, Jean-Claude Roussel, que vous vouliez dire quelque chose à propos de cette vidéo. Oui, moi je pense que le professeur Montagnier est quelqu'un de profondément honnête. Et le fait qu'il annonce maintenant qu'on peut très bien résister au virus qu'il a découvert en 83, en ayant une bonne hygiène de vie, me fait plaisir. Moi, j'ai l'impression qu'il a des remords. Voilà. Il a des remords. C'est honnête intellectuellement, moi. Pardon ? C'est une honnêteté intellectuelle. Voilà. C'est pour ça que je dis que ça me semble être un honnête homme, puisque je ne vois pas comment il pourrait autrement expliquer ce revirement de situation, parce que c'est pas le premier en plus qu'il fait. Et à mon avis, il ne peut pas revenir en arrière, étant donné qu'il vient d'avoir en plus le prix Nobel pour cette découverte. Il me semble difficile qu'il puisse dire, écoutez, je me suis trompé, il n'y a pas de virus. Mais néanmoins, il essaie de se rattraper en trouvant des biais, en disant, mais c'est pas grave, alors qu'il y a encore 15 ans, tout le monde était censé en mourir. Là, il nous dit non, on peut très bien s'en sortir, jamais l'avoir, en ayant une bonne hygiène de vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur le professeur Montagnier. Nous avons un effet de l'exomile aujourd'hui dans cette émission. Ne prenons plus d'anxiolytiques. Pardon, vous voulez vous exprimer. Peut-être ajouter, pour amplifier ce que tu viens de dire sur le professeur Montagnier, qu'il y a moyen de voir un film extrêmement important sur toute la controverse que nous évoquons ce matin,
Ce film est dû à un cinéaste canadien qui s'appelle Brent Lung. Et le titre du film est assez surprenant. C'est The House of Numbers, la maison des chiffres. Et c'est une, comment dirais-je, une caricature qu'il donne par ce titre-là de l'OMS, qui est une maison où on fabrique beaucoup de chiffres. Et statistiques, oui. Ce film est disponible maintenant sur DVD. Et si vous regardez l'émission du mois de juillet de Biocontact, qui est une publication très fort de médecine parallèle, il y a plusieurs pages qui s'en réfèrent à ce film The House of Numbers, dont il faut vivement recommander l'étude par tous ceux qui s'intéressent au débat que nous évoquons ce matin. Merci beaucoup de cette précision.